Donc, salut à toi. Comme tu le sais, bon, je suis catholique, intégriste catholique et que je suis pour qu'on arrête d'être athéiste politique, que je suis notamment très croyant en termes de religion. Parce que bon, il y a des gens qui sont relativement athées en termes de croyances qui s'en rendent pas compte. Et on va dire que j'aimerais bien remettre les F sur les N dans le rap français, tu vois, ou plutôt les points sur les I si vous appelez ça comme ça. Parce que bah malgré moi, si tu veux, j'ai beau être un type coincé, peut-être pour vous, je sais pas. Il est temps enfin tu sais bien, je suis de mon époque quand même. Donc forcément, bah je connais un peu. Et c'est plus fort que moi de voir de la merde qui tourne, donc c'est plus fort que moi de sanctionner. Donc je vais sanctionner. Bon. Donc je vais m'en occuper. Pour cette année, je vais probablement faire une ou deux grosses vidéos, voilà, en volume. Parce que j'ai peur que vous pensiez que je fasse que du rap. Voilà, donc je vais essayer de sanctionner en une vidéo. À peu près une ou deux vidéos. Puis après qu'on passe à autre chose, hein, bien sûr, j'ai pas le temps de niquer des mères dans le Peura tout le temps, quoi. Bon, une fois ou deux seulement, tu vois, dans l'année, mais pour cette année, je veux dire. Après, voilà, je vais probablement évoluer, mais pour l'instant, bon, ça m'amuse encore. Qu'est-ce qui se passe Je crois qu'il serait temps que Lorenzo réagisse, hein. Premièrement, pour commencer, Lorenzo, là, qu'est-ce qui se passe, Lorenzo? Tu fais une chanson qui est super, tu nous fais un truc qui est pas mal, et tout d'un coup, tu retombes au sol, tu fais de l'humour. Ta première chanson c'était Spé, mais regarde ce qui s'est passé avec Al Capote. Al Capote, tu regardes son interview impériale, mais attends, mais moi son interview impériale, il m'a retiré une partie de ma naïveté, moi. Tu vois Al Capote, tu te rends compte que le monsieur de la télé, il rigole pas. C'est comme cette fille là qui faisait le club Dorothée, je crois, où les enfants ils pouvaient mettre leur anniversaire dans le générique ou je sais pas quoi, genre joyeux anniversaire à Benoît et tout. Oh, c'est non mais bonjour. En vrai, le monsieur il rigole pas. Tu crois qu'Al Capote il est gentil, il est pas gentil, tu vois. Il est pas gentil et il en a marre. Et il met plein de blagues, il mentionne des marques, il a l'air un peu d'un mec des 90, de son époque, il te parle de trucs, c'est fun, mais il rigole pas, et il souffre comme tout le monde, et il a une blessure ce mec, il a un caillou rouillé dans la chaussure, ça a l'air de lui couper le pied, il en a marre, et quand tu le vois en interview, il en a marre, et il est pas de bonne humeur, et il me fait pas un effet sympathique. Et d'habitude, quand tu vois une interview, genre de Caris, tu vois, genre, on commence l'interview avec un énorme zoom et tout, il fait semblant de pas avoir de tête et tout, genre, il fait un effet bizarre, genre comme ça et tout. Bon, on sait très bien que c'est complètement surréaliste, que ça ressemble pas à ça, qu'en vrai, Caris, il s'est ramené, il a serré la main du journaliste, c'était naturel et tout, bon. Tu vois, comme Caris, dans sa musique Sevra, qui dit en séance, tu gaspilles de l'électricité. Bon, sur le moment, j'avais pas compris. En fait, il s'adressait à Booba, parce que Booba, il gaspille de l'électricité, parce que 200 iPads qui fonctionnent toute la journée, ça gaspille de l'électricité, hein. 200 iPads. Ça fait beaucoup d'électricité, hein, toute la journée, vous imaginez pas? Bon, mais l'humour, là, l'humour de Lorenzo, là. Lorenzo, si tu veux, je parle de toi dans quelques années. Il serait temps que tu... Lorenzo, t'as vu ou pas les groupes, les bad boys des années 2000, tu les as vus ou pas? Moi, je les ai vus, je me souviens plus d'eux. Donc méfie-toi, on t'oubliera comme la Rousseau, hein. Alors méfie-toi et reprends-toi en main tout de suite. Moi, je te dis, c'est pas terminé. Tu fais de l'humour, ça rapporte du pèse. C'est ça? C'est ça, donc c'est pour l'argent. Tu continues? Parce que Val, ta génération, il a bien rigolé, il a fait une musique avec toi et tout, voilà. Comme Val, il s'est baissé parce que s'est-il passé? Al Capote, c'est l'éternel prolétaire du rap français. Bon, il travaillait aussi peut-être parce qu'il a choisi à moitié de travailler. Et à mon avis, il a choisi de pas complètement se péter les couilles et se casser les couilles, peut-être. Tu vois, de pas complètement se vendre. Il s'est pas vendu Al Capote, il est resté peut-être lui-même. Donc il a choisi de pas se vendre, c'est pour ça. Il aurait pu rentabiliser plus son truc, peut-être, en faisant de la merde. Mais il a choisi de pas se vendre. Mais il a travaillé pendant longtemps, Al Capote, mais il y a eu un petit qui a percé, et il était fan d'Al Capote, et il a voulu se baisser, enfin, se baisser. On a tous compris, tu vois ce que je veux dire. Moi, Al Capote, j'entendais parler de lui, je connaissais, j'avais 8 ans et demi, je connaissais L.I.M, il faisait Laisse tomber Hélène, tombe pas pour cette chaîne, ou je sais pas quoi, quand il faisait des musiques comme ça, genre, je comprenais pas encore, et j'écoutais et tout. Je me disais, ils sont nazes, nanana, je connaissais déjà N.I.R.O, je connaissais, tu vois, je les connaissais tous. Eux, leurs vieilles jaquettes d'albums dégueulasses pourries, leurs sons merdiques, qu'il nous fallait 10 minutes à charger, enfin bref, la bonne époque, il est de cette époque, au minimum, et il s'est baissé pour toi.
Et enfin baisser. Encore une fois, quand je dis baisser dans le sens, en ce moment j'ai le flow, en ce moment ça explose à fond, ça fait 3 millions de vues, ça fait 10 millions de vues, tout ça. Je sais pas s'ils sont vrais, mais ça fait beaucoup de millions de vues. Et en tout cas, quelques-uns qui sont vrais. Et t'as vu, moi je te fais tourner en ce moment parce que j'ai le flow. Vald, il est pas stupide, il sait très bien que derrière Al Capote, de toute façon, c'est un daron, en vrai, c'est lui daron, mais voilà. Et j'en suis venu à me dire, attends, Vald qui pose avec Lorenzo, donc Lorenzo est encore un petit peu sérieux. Il est encore considéré comme un rappeur. Ah bon? Ah d'accord. Bon, 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 bon. Non, mais si tu le rencontres, forcément, ils sont tous les deux du même milieu, dans le sens où des Babtou, qui font du rap français, qui font... donc c'est toujours plus facile. Quand je le dis, je le dis, Vald... Bon, moi j'ai vu la chanson de Vald, c'est bizarre, parce que la chanson de Vald, Gris, je l'ai vue, elle a débarqué, puis elle a fait 3,3 millions, puis tout d'un coup, elle faisait pas 3,3 millions. Elle faisait moins. Puis après, elle remontait, elle faisait 5 millions, puis elle faisait 3 millions. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une guerre, là, au niveau des vues? Que les mecs, ils truquent leurs vues, et leurs vues, tout d'un coup, elles redescendent. Parce que tu fais, ah non, non, il y a 700 000 vues qui sont fake. Boum, on les enlève. Mais on va pas te supprimer, te mettre en dernier, parce que, bon. S'il y avait que Vald, hein, encore une fois, je dis peut-être, hein, mais voilà, mais s'il y avait que Vald, il n'y a pas que Vald. Je sais bien, Kevin, toi qui m'écoutes actuellement, tu penses que Vald c'est peut-être c'est vrai, mais que les autres c'est pas vrai, que Damso c'est pas vrai, que tous les autres c'est pas vrai, que ça peut pas être vrai. Mon monde ne peut pas reposer sur du mytho. Je suis quand même pas face à des mecs. Tu vois bien qu'ils sont talentueux, mais non, ça ne peut pas. Tais-toi. Et c'est peut-être vrai. Voilà. Et tu sais, malheureusement, t'as des mecs, on se souviendra d'eux, franchement, ils étaient inconnus au bataillon, ils sont morts quasiment inconnus au bataillon, ils étaient doués, et à un moment donné, quand tu sais que les autres le font, peut-être que t'es obligé de le faire, je sais pas, ou alors, enfin, après, moi, je dis juste une chose à Lorenzo, tu vois, Lorenzo, regarde Al Capote, hein, regarde Al Capote, Al Capote, il a choisi la voie de la sagesse. Al Capote, il a choisi la voie de la sagesse parce que, déjà, premièrement, moi, je parle d'Al Capote pour une raison, c'est que Al Capote, il dit que Al Capote, c'est un musulman, voilà, je respecte cela, mais c'est un musulman qui respecte la France. C'est un musulman il me fait marrer. C'est un musulman qui est pour l'intégration. Il est vecteur, un très puissant vecteur d'intégration, mais on l'écoute pas assez sérieusement. Les mecs écoutent pas le Capote assez sérieusement. Alors, ceux qui m'écouteront dans de nombreuses années auront peut-être du mal à saisir aussi, hein, parce que malheureusement, c'est quelque chose de très qui va mal vieillir. J'ai peur. On comprendra mal ça. Bon, c'est surtout hein, là une vidéo que je fais pour maintenant. Hein. Voilà, mais Al Capote, je pense qu'il est par rapport à tous les autres musulmans. Bon, il y a eu la castration du rap français par Emmanuel Macron. Vous avez remarqué, Al Capote le sait. Hein. Il en a parlé dans une interview qu'il a fait où il explique. On lui demande est-ce que tu veux montrer de la bœuf dans tes vidéos parce que là, le rap français est interdit de montrer de la bœuf, donc ils peuvent juste montrer une espèce de décor de décor de Jamaïque, un peu de forêt jamaïcaine. On sait pas trop quoi. C'est censé représenter un peu un truc, mais il y a ça. Voilà. Et ils te font, et t'as des mecs du gouvernement qui vont te faire, je suis sûr et certain, parce que tu vois que des vidéos où tu vois des keufs qui se filment. Et moi j'aime bien, moi je suis pour, je suis pour, je suis pour. Ça, tu voyais une interview d'un journaliste qui s'amusait, toutes les semaines il pond une merde. C'est un journaliste de l'Express, il est pas complètement anti-charismatique pour un journaliste. J'ai pas dit qu'il était charismatique, mais allez, bon, à côté, vu le niveau minimum des journalistes français dans le game, lui il est au-dessus. Voilà, c'est un mec qui a c'est Monsieur Barbier. Il a toujours une petite. Il est pas mauvais. Il est très doué pour raconter des anecdotes. D'ailleurs, il est pas mauvais. Il est pas mauvais, mais il a pas mal de mal à faire de. Je suis écrivain. À faire il est pas doué dans le. Comment ça s'appelle? Tu vois, moi, je connais pas, donc j'en fais pas. Tu vois, je connais pas le nom parce que je fais pas ce que je sais pas faire. Il est pas doué dans le. Attends. Ah, je prends un petit peu mon. Bon. Il s'appelle Barbier. Il est pas doué dans le. Attends. Dans la prose. Non, dans l'invention. Voilà, désolé parce que moi je suis que réel, donc je sais plus ce que c'est que le roman. Voilà, le romançage. Ouais, le mytho en fait, enfin pas du mytho mais l'imagination, voilà. Et il s'amuse à faire des faux textes un peu où il représente la journée d'Emmanuel Macron et c'était toutes les semaines le mec comme il est éditorialiste, tu comprends, il est éditorialiste. Et il y a des choses qu'il peut pas dire. Alors il les dit comme ça, tu vois, en faisant du romançage et il dit des trucs de dingue parfois.
Tu vois, mais malheureusement, tu peux pas comprendre tout ce qu'il a dit. Et lui, il commence à partir trop loin dans son délire, le pauvre. Et comme il est doué, il est bon à la base. Il sait qu'il est bon, donc il a confiance en lui. Et c'est vrai qu'il est bon, il est doué, c'est un bon journaliste, c'est agréable de l'entendre. Mais comme il est doué et bon, et ben malheureusement, bah il a aussi des grands défauts. Et là dans sa confiance en lui, enfin, tu sais, le mec, il est un peu directeur de l'Express, quoi. Enfin, c'est directeur d'édition de l'Express. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, t'es une crotte de nez, tu fais des petits articles, tout d'un coup, tu vois que le patron qui relit tes articles, il se met à faire de la merde. T'as envie de lui dire, genre, non mais je sais que ce que tu dis là, c'est vraiment, tu fais des révélations et tout dans un journal officiel, alors qu'en ce moment c'est la dictature, mais personne te comprend, ça ressemble à rien et c'est ridicule. Et le pauvre, il s'affiche, tu vois. Et bref, il avait fait un truc, malheureusement, je m'étais encore foutu de sa gueule, tout le monde s'est foutu de sa gueule, où il s'amusait à parler de, j'allais dire Nafissatou Diallo, non, comment elle s'appelle? Euh, Sibeth Ndiaye, et en fait, Sibeth Ndiaye, c'est celle qui avait dit en parlant celle qui avait dit en parlant de Simone Veil, yes, la meuf est dead. Alors comme c'est Noir qui a dit ça et que Sibeth Ndiaye, et comme Emmanuel Macron, il a une politique complètement indécente vis-à-vis de l'immigration, on a forcément tous repris au créneau et on lui a jeté la pierre. Ce qui est vrai. Mais apparemment, et elle n'a pas à faire ça. Mais apparemment, ce serait elle qui a inventé cette castration dont elle, hein, parce qu'il y a toujours des bonnes idées qui viennent de plusieurs personnes ou qui sont reprises, dont elle, en tout cas, il a cité son nom et il a dit, il s'est amusé à imiter un rap qu'aurait écrit Sibeth Ndiaye à propos du président, je sais pas quoi, pour dire que le président avait castré le rap français, quoi, le gars. Il a le pouvoir de le faire. Et tout d'un coup, j'ai vu que le rap français avait vraiment été pris en otage et que tout d'un coup, tous les rappeurs s'étaient mis à faire du soprano, façon force républicaine, un peu, tu vois. Et moi j'aime bien en plus, hein. Je trouve ça pas mauvais, je trouve ça bien. Et je pense que cette humiliation elle est nécessaire et elle est saine pour eux. Voilà. Mais le problème c'est que si ça avait été Marine qui était passée, les rappeurs on n'aurait pas eu à les forcer. Ah si, non, les rappeurs blancs on n'aurait pas eu à les forcer pour le faire, ils l'auraient fait de même. Et les autres youtubeurs, parce que plein de youtubeurs le font, ils l'auraient fait de même. Moi je l'aurais fait, moi j'aurais obéi, moi j'aurais fait ce que j'avais à faire et j'aurais suivi et j'aurais utilisé ma propre destinée. Vous voyez, je les aurais levés au-dessus d'eux-mêmes même. Ça leur aurait fait mal. Bon, et bah, on va notamment parler de ça. Hein. Al Capote, il est pour l'intégration, il n'a pas besoin de le faire. Mais Al Capote, il est tellement libre que lui, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui fait que tu te fais, t'es obligé de foutre des images de keuf dans tes clips. Il y a aussi des clips qui appartiennent à la bande sono de Taxi et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Hein. Non, il n'y a pas que ça. Tu as des clips avec des flics et les flics arrêtent les mecs qui font des go fast, ou alors tu vois des flics et tout, en mode viril et tout, avec des têtes de baqueux, avec des gros crânes rasés et tout. Ils ont vraiment des têtes un peu de... c'est assez stylé, ouais. Ils ont des têtes assez stylées. Les acteurs sont pas mauvais. Et genre, les mecs, ils se font tuer grave lâchement et tout. Genre, comme dans des films que j'ai vus et tout. Enfin, des scènes bien glauques. Et c'est vraiment très très bien fait. Et vraiment, là, on voit des metteurs en scène. Il y a des metteurs en scène qui ont participé. J'ai parlé de ça plusieurs fois dans mes vidéos parce que c'est tellement énorme et personne n'en parle que je veux que ça circule. Hein. Et si vous trouvez que je me répète pas, mais attendez un peu le reste. Genre, je mets juste au point certaines choses parce que truc aussi énorme qui tourne pas sur YouTube, ça me scandalise. Faut se rendre compte, hein, faut se rendre compte, hein, les metteurs en scène sont très doués, ils sont plus doués que les youtubeurs, c'est un peu vrai, tu comprends? Ils sont plus doués. Mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à payer 180 millions d'euros pour faire 3 vidéos YouTube de 20 minutes? Je suis pas sûr. Ça va falloir que ça change. Bon, surtout quand tu peux regarder du Léo Béchu, hein, excuse-moi, voilà. Comme moi, j'écoute du Soral, tu vois, c'est pour dire, hein, il y a un moment donné, tu peux te divertir, t'es pas obligé d'être d'accord avec tout. Si tu sais que je dis de la merde, mais que t'aimes bien quand même, tu vois. Comme je te dis, moi j'écoute Soral. Vous pouvez quand même tolérer un peu d'écouter des mecs un peu plus conscients, tu vois. Mais oui, il y a des mecs qui ont évolué, qui ont appris à être des bons metteurs en scène. Ça va au-dessus de ce qu'un youtubeur est capable de fournir. Surtout quand il y a du budget derrière, hein. Quand il y a du budget. Al Capote qui perce à son âge, 35-36 ans, Al Capote qui dit qu'il aime Sarko, Al Capote qui fait le jeu de l'intégration, Al Capote qui nous rappelle la meuf qui nous dit Mylène Farmer,
Voilà, il dit qu'il est sa mouvance et tout, ça me fait rire. C'est un mec marrant, tu vois. Mais quand tu le vois en vrai, il est sombre, tu vois. Il est sombre. Et une fois que tu vois ça, tu comprends. Alors que Lorenzo, là, Lorenzo, t'arriveras jamais à comprendre son truc, tu vois. Lorenzo, faut qu'il se ressaisisse. Faut qu'il se ressaisisse. Et il a percé trop tôt, tu vois. Au moins, Al Capote, il a un peu connu tout le monde le connaissait, mais on l'écoutait pas beaucoup. Et au moins, Al Capote, il a connu la misère. Et il a gratté comme ça à chaque fois une petite personne qui tombait par hasard sur ses vidéos pendant 20 ans. Et maintenant, il est connu et il va faire un méga retournement, tu vois. C'est comme au jeu de dames, il va retourner le jeu de dames en 3 tours. 3 tours. Parce que, tout d'un coup, maintenant, tout le monde l'a aperçu une fois. Tout le monde le connaît une fois. Même les puceaux de 16 ans, ils le connaissent une fois. Ils l'ont vu une fois. Tu vois, tout le monde. Et tout d'un coup, il pousse à 1,5 million, 3 millions. Et ben là, je peux te dire que ça paye. Là, tu vois. Et pourquoi c'est ça la voie du sérieux? Tu vois. Parce que c'est un buzz qui met du temps. C'est un buzz qui se mérite. C'est un buzz puissant, non pas qu'il ait jamais buzzé évidemment, mais il avait dit ça dans une interview qui a été donnée 2 ans, 3 ans avant son buzz. Ça c'est Dieu ça. C'est vraiment puissant comme message. Il disait ouais j'attends un j'attends un puisqu'il disait j'attends quelque chose qui devrait probablement pas venir, donc voilà je vais arrêter le rap. Il disait j'attends une consécration qui va probablement pas complètement arriver, ou tu vois ce que je veux dire, il disait des trucs comme ça. Genre tu le vois comme ça, tu vois, il est encore un peu un mec normal, encore un peu. Et tu le vois un peu, genre il y va un peu en mode je m'en bats les couilles et tout. En bas de l'épicerie, on fait l'interview, nanana et tout. C'est grave dingue et tout d'un coup, boum! Tu le vois, il sort sa petite mixtape avec un espèce d'effet éclairage fluo et gros triangle, tu vois. Hop, tu vois, il a sorti le troisième doigt, tu vois. C'est pas mal. Donc, sinon, je pense que il est temps de parler de quelqu'un qui est décédé, hein, dans le rap français, qui est décédé, mais vous en êtes pas rendu compte. Donc c'est quand même Booba. Bah oui, Booba, on l'écoutait, il fut un temps, hein, je vous rappelle. Alors bon, combien de vues, vrai, pas vrai, bref. Ah, mais il y a toujours une petite photo avec un petit montage fluo pour attirer ton regard de Booba, avec un marqué 7 millions, non, bon, qui sont pas réels, hein, évidemment. Bon, Booba, il n'existe plus, hein, c'est de la merde. Enfin, il est plus le premier, il a plus aucun talent. Comme PNL à l'ammoniaque, PNL, c'est un gang de rebeux, tu vois, et c'est un gang mais de bad boy. Et ben ça les gangs. Tu as vu ou pas sa coupe de cheveux qui se plaque comme ça, avec un gros comme ça, un gros dégradé. Ça c'est la preuve que c'est une coupe de cheveux qui est une coupe de cheveux éphémère, qui va se démoder un jour ou l'autre. Parce que ce type n'est pas une tendance au sens tendance. T'es vraiment quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de. Ce type c'est un délire de nos années 2010. Tu comprends? 2010, peut-être début 2020, je sais pas, oui, peut-être, voilà. Mais tu comprends, hein, c'est-à-dire, il n'y a pas un cap qui a marqué, tac, en 2018 exactement, non, non, les nouvelles tendances 2020, 2018, il y a une coupure, non. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est autour un peu, c'est parce que il me rappelle les gangs, tu vois, les gangs les L5, les gangs qui faisaient tous ces gangs de chanteurs, tu vois, ils avaient des coupes cheloues aussi dans les années 2000. Puis tu vois leurs photos et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont démodés maintenant, ces mecs, c'est chaud. Tu les connais plus maintenant. Bon, moi, comme vous le savez, j'ai aucun respect pour Damso. J'aime pas Damso. Je pense que Damso s'est forgé une mythologie et je pense que Damso a énormément menti sur son passé et que il fait croire aux gens que son père l'a lâché, que son père était le père fouettard, qu'il le mettait dans une fac en Afrique ou je sais pas quoi. Moi, je pense que Damso, il a voulu s'encanailler un peu, mais qu'en fait, il avait toujours il s'est fait passer pour un mec qui vivait dans des squats, pour un mec dont on sait pas trop. Je pense que Damso, c'était surtout un mec qui supportait de vivre sur le canapé de ses potes et qui supportait de vivre dans des squats avec des gens qui connaissaient parce qu'il y a des squats. En fait, vous voyez que des SDF qui sont complètement marginalisés, mais t'as plein de gens dans la rue qui trouvent des endroits encore potables parce qu'ils vivent en squat. Tu vois, et que t'as plein de squats et qui trouvent des squats. Et malheureusement, les gens à la rue qu'on aperçoit, c'est surtout des clochards alcooliques qui sont au tout dernier stade de l'alcool. Et qui sont pas au dernier stade de l'alcool seulement, mais au dernier stade de l'alcoolisme. Hein.
et qui sont clochardisés. Donc, ils sont SDF, donc alcooliques, donc au dernier stade de l'alcool, donc clochardisés. Tu comprends? C'est étape par étape. Et c'est là que tu commences à avoir des types énormes, obèses, crasses, qui circulent avec des sacs qui sont en délirium tremens, qui a crassé les gens. Mais il n'y a pas que ça. Si tu vis en squat, que tu t'organises, que tu as toujours un pote qui a un squat, tu vois. Un pote qui a un squat, tu vois, il y a toujours une crèche fermée. Ah bah oui, tu savais toi ou pas? Eh bah, toi qui me regardes, qu'il y a toujours une crèche fermée, qui a été refermé, ou un appart haussmannien qui appartient à un millionnaire de 90 ans à la retraite, qui en a rien à foutre de savoir ça, il a plus le temps, il perd la boule, il est crevé, il va pas chercher à rénover tous ses immeubles. Alors il y a 15 ans, 10 ans avant qu'un vacataire vienne, qu'il y ait des problèmes ou je sais pas quoi, tu vois. Qu'il y ait un héritier qui vienne, qui cherche à retaper l'immeuble, tu comprends? Donc il y aura peut-être les flics qui viendront une fois, si le locataire se bouge. Tu vois, et autrement, et t'as toujours des immeubles haussmanniens qui traînent et qui sont vides. Je voyais un type dans un beau quartier, comme ça, près de Montparnasse, il s'amusait à foutre une canne à pêche avec une, une, une canette de bière vide dedans pour faire la manche. Genre, il la faisait comme ça, il était sur un balcon, et la canne à pêche, elle faisait tendre la canette de bière dans la rue, et les gens, ils étaient choqués. Ils avaient l'air comme ça, ils se comportaient, ils étaient au premier étage de la rue, tu vois. Ils étaient pas à 10e étage, au premier étage. Zéro étage entre sol, tu vois. En face des magasins, il passait devant tout le monde. J'étais halluciné, il mettait de la musique. En fait, ces mecs vivaient en squat, tu vois. Probablement, probablement. Donc, s'il le vit pas, il y a des gens en squat qui peuvent faire ce genre de délire. Et c'est un peu le délire, hein. Tu sais, Damso, il a beaucoup menti, il dit qu'il vivait en squat. Mais si tu t'organises, si t'as plein de potes, que c'était toi le mec stylé de l'université, du lycée, que t'avais 10 000 poussies, que t'étais invité aux soirées, t'as toujours un endroit, un canapé sur lequel retomber. Et t'as toujours un pote dans la rue, même si c'est vrai que ces gens parfois ils ont pas de portable, il faut l'imaginer à votre époque, vous l'imaginez pas, qui a un squat, qui a un plan. T'as des mecs, si t'arrives à la rue, tu sais que tu peux aller les voir, tu vois. Il peut, pas qu'ils soient parfaits, mais tu peux aller les voir, tu leur rendras un service un jour ou l'autre, tu vois. Tu leur payeras un gramme ou je sais pas quoi, tu vois. Et en contrepartie, les mecs, il va te trouver un endroit où dormir, il va te trouver de quoi manger ce soir. Puis généralement, à la rue, tu meurs pas de faim parce que t'as toujours une association qui propose à manger, contrairement à ce que l'on croit. Donc résultat, en fait, Damso, il s'est forgé une mythologie, mais c'est pas tellement ça, hein, je te parle. C'est pas tellement ça, parce que Damso, et puis il est resté un an ou deux, tu vois. Damso, en fait, à la base, son père est médecin, sa mère est médecin. Donc en fait, il savait pertinemment que si c'était trop la merde, et que son père lui paye une université en Afrique, privée, voilà, de la bourgeoisie protestante luxembourgeoise, là, je sais pas quoi, belge, voilà. Bon, voilà, ça se voit, hein, ça se sent à 100 km. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Damso, en vrai, il savait très bien que s'il revenait le matin en pleurant avec une banane posée sur le crâne, s'étant pas lavé depuis 6 mois, il débarquait à 6 heures du matin et avec un énorme sac, il fait «Papa, j'ai merdé, en fait j'étais en train de me défoncer dans la rue, je vais pas aller à la fac.» Son père, il l'aurait appuyé, il aurait donné de la thune, tu vois. Bah ouais. Voilà, donc il avait un parachute doré de sécurité. C'est pas la même chose que d'y aller en mode à l'arrache et on va pas te reprendre à la maison, tu vois. Probablement. Ou il y a des mecs qu'on pourra peut-être les reprendre mais ils sont pas sûrs, tu vois. C'est un autre délire là. Ils sont pas certains parce qu'ils ont une famille de merde, une famille de cas sociaux, qui est une mauvaise famille. Ce genre de truc. Damso, il est pas dans ce délire là. C'est un ingrat, Damso. Tu comprends? Parce que quelqu'un qui a une mauvaise famille, ça se voit. Quelqu'un qui a une bonne famille, les gens font pas attention parce qu'ils savent pas qui sont telles personnes. Moi, je vois bien que sa famille, elle est pas mauvaise. Moi, je le sens. Bon. Casse-couille, peut-être. Père lui a payé des études trop chères, le pauvre. Excusez-le. Mais bref, moi je pense que Damso il fait circuler des idées misogynes et pas la bonne misogynie, non non, parce qu'il y a une misogynie qui est un rétablissement de la loi divine, et puis il y a enfin perçue comme misogyne, je parle, tu comprends, et que je vais pas faire de négociation dessus pour toutes les poufias qui m'écoutent, et après il y a une misogynie qui est circulée par Damso, qui est une misogynie suprasexuelle, une misogynie qui provoque le féminisme, une misogynie qui fait une génération très mal dans sa peau, une misogynie qui... bref, enfin, elles font comme elles veulent, hein, ces filles, si elles veulent coucher avec ce mec. Elles font comme elles veulent. Hein. Et
pense qu'il est surtout obsédé sexuel, lui aussi. Je pense qu'il existe qu'à travers son gland, c'est obsessif, obsessionnel. C'est marrant, là, il a fait une chanson qui s'appelle Smog, on dirait qu'il a mis ces espèces de sons orgasmiques, là. Ça fait un truc trop bizarre, ça te titre. C'est comme quand je me gratte l'oreille avec le petit doigt et que j'arrive à trouver la bonne fréquence, tu vois. Quand j'essaye de me foutre quand je prends un jet de douche qui est vraiment puissant, tu vois, et que j'essaye de me gratter l'oreille, tu vois, pour me la nettoyer, un peu. Vous devriez faire ça, ceux qui m'écoutent. Et que tout d'un coup, tu vois, je trouve la bonne fréquence et que ça va très très loin, et ça gratte très très fort, et c'est un truc genre 5 fois dans ta vie tu t'es gratté à cet endroit, tu vois, tu te grattes une fois dans ta vie, de temps en temps, genre, et ça te gratte, tu vois, et en même temps ça enlève la merde, et genre ça te fait, ah, pas mal, t'as trouvé la bonne fréquence comme ça, c'est marrant, bah ça te fait ça un peu, c'est très chelou, ça, et c'est vraiment inventif, bon, non mais je le dis pour Damso, s'il me regarde, je sais très bien que ça c'est encore quelqu'un de très intelligent qui est avec toi, je sais que c'est une bonne idée comme ça, c'est pas la tienne. Évidemment, mais c'est pas mal, je félicite la personne qui est derrière. Félicite, et c'est l'avenir. C'est l'avenir et c'est vraiment le turfu ce truc. C'est le turfu. En plus de ça, sa coupe de. Par contre, la coupe de cheveux qu'il a fait dans Smog, elle est pas, pas. Bon, enfin, bah, c'est pas démodé en tout cas. Mais et en plus de ça, Damso, je vois aussi qu'il utilise des mots qu'il il est pas censé connaître. Ipséité, euh, ipséité, poséidon, ou je sais pas trop quoi. Mais c'est marrant, et moi je trouve que ça rend bien, ça rend vraiment bien. Je trouve que ça fait vraiment joli, et ça fait une reprise du latin. Moi, mon premier livre s'appelle Tédium. Vous voyez, Tédium. Lui, mais ipséité. Vous voyez, ça, et le latin, et je le dis, méfiez-vous, méfiez-vous, mais méfiez-vous, méfiez-vous. Pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt? Les Belges, les Belges, les Noirs protestants, tout ça, c'est une reprise de notre fierté nationale. C'est une reprise de notre culture chrétienne, parce que moi, je crache sur Damso, mais Damso, il fait des choses utiles, quand même. Hein. Je dis qu'il y a des choses qui sont graves et qu'il faut que ça change. Se déguiser en Satan, c'est grave. Alors c'est un jeu, nanana et tout, nanana, mais te déguiser en Satan, symboliquement, c'est pas joli. C'est pas joli, genre je m'appelle pas l'autre là, le noir schizophrène qui fait des clashs et qui dit que tout le monde est sataniste dans le rap français, que tout le monde est un Illuminati ou je sais pas quoi, qui va pas bien du tout, qui devrait aller voir un psychiatre et qui est ridiculisé surtout toute la télé française et qui s'en rend pas compte. Voilà, c'est grave et c'est de l'abus de faiblesse de laisser ce mec devenir célèbre. Mais se prendre en photo là en diable, c'est pas beau. Voilà, c'est l'Utopéon, il s'appelle son album, tiens. Bref, il a Damso, il paupérise le latin et le latin c'est biblique. D'accord? Et ben moi je préfère que le latin soit paupérisé plutôt que l'arabe. Voilà. Quand tu vois ton fils ou ta fille qui se met à parler en verlan de rebeu à l'école, tu vois, et qui rentre à la maison, qui dit des mots en rebeu, est-ce que c'est normal? Non. Non, voilà. Et ben moi je pense que c'est normal malheureusement, mais si jamais je pouvais empêcher mon fils et ma fille de parler le rebeu, je le ferais. En tout cas, ou peut-être parler le rebeu, mais pas le verlan, tu vois. Enfin, bref, je me comprends, mais pas le verlan quoi, pas le verlan de racaille. Au moins, on évite le pire, on sauve les meubles. Et à ce moment-là, c'est grave quand même de se dire que quand c'est de eux que la solution doit venir. Mais ouais, parce que malheureusement, je me disais genre comment ça serait si on était en 2018 et qu'on était dans une France de guerre, une France de guerre avec quelques noirs, tu vois, quelques noirs, quelques rebeux, et que le rap était quand même devenu un peu célèbre parce que finalement, bon, l'ego trip dû à l'isolement des personnes, c'est peut-être un débouchement probable. Et là, tu te dis attends. Bah ouais, il y a un endroit qui est la campagne, c'est la Belgique. Puisque la Belgique, la Belgique, elle a 2 millions de personnes en moins que Paris, elle a 10 millions de personnes en Belgique, 11 millions de personnes en Belgique. Bon, nous, Paris, plus les immigrés, ça va faire 15 millions, parce que les chiffres officieux et officiels, je sais pas. Et la Belgique, donc c'est-à-dire que le Bruxelles, le centre de la Belgique, ouais, Bruxelles, non, parce que je me dis Bruxelles, est-ce que c'est pas... non, parce que tu sais, leur pays à eux. Et le centre de la Belgique, c'est 2 millions de personnes, 4 millions de personnes, je sais pas. Et puis après, c'est de la campagne. Et en fait, ça, c'est rempli de blancs. Et finalement, ils sont restés dans le délire de guerre. Mais avec du rap. Parce que le monde est quand même ghettoisé. Au sens du vrai ghetto, tu vois. Pas au sens ghetto, je sais pas quoi, des ghettos, comme t'apprends, ce ghetto juif, ou je sais pas quoi, comme t'apprends en collège, ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que bon, aucun rapport. Mais il est ghettoisé, je te parle dans le sens, l'influence des ghettos, elle existe, tu vois.
Bon après, la banlieue influence, les cités influent la banlieue influence Paris, Paris influence le monde, nanana. Ouais. Bon, ça a été repris dans une chanson avec. D'ailleurs, la crime, il disait une musique. Enfin, il disait dans une musique, il disait dans une musique que mon cousin t'a pris ton portable, t'as plus que ça à la bouche. Un truc comme ça. Mon cousin t'a pris ton portable, t'as plus que ça à la bouche. Tu vois. Mon cousin t'a racketté, t'as plus que ça à la bouche. Un truc comme ça, en parlant de moi dans cette musique. Tu vois. Bah ouais, j'ai que ça à la bouche. Ouais, ça m'énerve. Ouais, t'es une merde. T'es une merde. Tu vois, et tu fais que de la techno pourrie qui sera oubliée, un peu comme Crazy Frog dans les années 2000. Tu fais ça, c'est pourri. Tu fais de la techno, et tu te prends pour un rappeur alors que tu fais de la techno, t'es ridicule. Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu du mépris pour le reste, je m'en bats les couilles, tu vois. Voilà, si tu fais chocolat, c'est marrant, tu fais machin et tout, c'est marrant, bon, mais des mecs qui disent ouais, c'est grâce au regroupement familial et tout, nanana et tout, et qui présentent le regroupement familial comme si c'était bien, alors que le regroupement familial, c'est déboucher quand je parle quantitativement, c'est déboucher essayez de visualiser, vous voyez, on vient déboucher une benne à ordures tous les jours, une énorme benne à... Mais regardez la taille d'une benne à ordures, une énorme benne à ordures tous les jours à un endroit. Et elle ne partira jamais, cette benne. Et elle va faire un peu de la moisissure qui va faire qu'il y aura... la benne, elle va tripler de taille. T'imagines une benne à ordures? Je parle de quantitativement, j'ai jamais dit que les immigrés c'était une benne à ordures. Hein, juridiquement, je connais très bien mes droits et jamais je dirais que c'est une benne à ordures. Hein. Enfin, mais je parle quantitativement pour parler d'un objet du quotidien. Et voilà, on s'en approche, hein, on s'en approche. Et sincèrement, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il dit comme ça à la France, mais après il nous insulte, tu vois. Et il croit que c'est normal qu'on se fasse prendre notre portable. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais là, petit à petit, vous faisiez du rap. Et maintenant, les blancs se sont mis à vous imiter, et malheureusement, ça fait plus longtemps que ça que vous nous imitez, nous, en faisant de la techno, et malheureusement que les blancs vous imitent, et que vous écoutez les blancs, et bah petit à petit, vous allez... Enfin, vous ferez jamais vaporiser, hein. Vous êtes doués pour ça. Les noirs et les arabes sont... Les noirs, surtout, parce que je rappelle que le rap, c'est une musique de noirs, on l'a oublié. À la base, le rap, c'était une musique de noirs, parce que le rap, c'est une musique américaine. Ça, mais moi j'ai du mal à l'imaginer parce que je suis français, donc c'est dur à imaginer pour moi, très dur. Mais à la base, le rap c'est une musique de noir et c'est une musique de noir chrétien. Ouais, toi qui m'écoutes, qui est noir et musulman, c'est une musique de noir chrétien parce que c'est américain. Voilà, que les musulmans en Amérique ils sont 3%, qu'on te fait semblant de parler de Trump, des musulmans en Amérique, je sais pas quoi. Il y a pas de musulmans en Amérique, tu vois. Il y a autant de musulmans en Amérique qu'il y a de Poundés en France. Vous en avez quelque chose à foutre des Poundés? Non, voilà. Et pardon hein, d'employer cette expression méprisante et connotée de Poundé, mais c'est pour leur faire ressentir un peu le truc, quoi. Donc, à la base, c'est pas une invention islamique, hein, contrairement à la fierté ignorée des ghettos, c'est une invention chrétienne. Et en plus de ça, le rap américain, il est perclus des références bibliques. Oh, ça va offusquer les faux culs, mais il est perclus de références bibliques, on cite le nom de Jésus, bon, pour jurer, etc., ou pour, mais bon, c'est mieux que le Coran, moi, je trouve. Il est, enfin, voilà, sur la Bible de Jérusalem que c'est vrai, hein, et combien de mecs, finalement, combien de mecs s'imaginent que c'est une invention, ça, islamique, le rap. Et le mythe, oh là, le mythe du rappeur qui arrête parce que la musique c'est haram. Oui, forcément, je parle l'argot arabe, hein, forcément, bon, c'est la base, hein, c'est-à-dire, je suis de mon époque. Comme si la musique c'était ça. La musique ça l'est pas, hein, les mecs, enfin, méfiez-vous, méfiez-vous. En plus de ça, les mecs ils fument du shit, ils se branlent et après ils ont peur de faire un dessin lorsqu'ils doivent écrire une lettre en prison à leur ami. Ou ils ont peur de faire de la musique parce qu'il y aurait des instruments à cordes ou je sais pas quoi là, ou il y en a un. Bon les gars, arrêtez 2 secondes. Hein. Avant je pouvais me laisser piéger par ça. Maintenant que j'ai étudié votre religion un tout petit peu et que j'ai une religion, puisqu'avant j'ai pas été athée toute ma vie, mais j'étais athée, j'avais complètement oublié. Ça a lessivé ma mémoire, j'étais complètement amnésique. À 100% amnésique, j'avais complètement oublié, mais d'une amnésique d'une perfection totale, que j'avais cru un jour en Dieu. Puis j'ai eu la foi. Donc je sais ce que c'est que la religion, et comme la France est un pays athée, les musulmans manipulent énormément
Méfiez-vous, les musulmans manipulent énormément les chrétiens et ils font toujours croire que pour des raisons de respect, que soi-disant on les vexe, que c'est faux, c'est pas le cas. Et quand moi, vous me critiquez entre chrétiens, souvent, ça m'effleure pas une seule seconde. D'ailleurs, ça m'effleure pas parce que vous croyez que je suis concerné alors que vous comprenez pas que vous parlez des chrétiens, vous parlez pas de moi. Ou alors vous parlez de moi mais vous parlez pas des chrétiens. Ou alors vous parlez des chrétiens mais probablement, peut-être que vous dites la vérité. Tu vois? Et ben ces choses-là, pour les musulmans, tout d'un coup, ça s'applique plus. Bon, façon de dire, voilà, et les gens, et parfois les gens, quand j'essaie quand je me présente d'une manière particulièrement pieuse face à eux, dans des temps où je suis plus, où j'étais, enfin, où je suis pieux, je me présente de manière particulièrement pieuse, et qu'ils disent, oui, moi je crois pas, je sais pas quoi, ils ont peur, ils me disent toujours qu'ils ont peur, mais ils me le disent sans se rendre compte qu'ils me le disent, qu'ils ont peur de me dire qu'ils sont pas d'accord. Et qu'ils sont désolés de me dire qu'ils sont pas d'accord et qu'ils ont peur de me le dire. Moi je dis, non, non, je suis venu te parler comme ça, moi je me dis que t'es pas d'accord et y a pas de problème, hein. Si ça te pétait les couilles d'aller au catéchisme, y a pas de souci, non. Bon, moi c'est vrai que je suis d'un autre milieu, et, je suis pas de leur milieu, mais bref. Et ça c'est pas à cause, ça pourrait être à cause de nous, mais c'est pas à cause de nous, hein. De toute façon, l'église a disparu depuis 40 ans, donc voilà, c'est pas à cause de nous, mais c'est bien à cause des musulmans. Voilà, et les mecs, nous on n'est pas des méchants, hein. Donc tout ça, c'est de la bigoterie, si vous voulez, islamique, et de la puissance dominatrice satanique qu'ils utilisent. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, je suis obligé de croire que celui qui vient après Jésus, c'est un faux prophète. C'est un envoyé. Dans le cas de Mahomet, c'est un envoyé du diable. Mahomet est un envoyé du diable. Voilà. Mahomet est un envoyé du diable. Mahomet contrevient totalement au message du Christ. Moi, quand je vois Mahomet, je vois le prolongement, moi, je vois la marque de Satan, moi, quand je vois Mahomet. Ah oui, alors là, oui, je la vois à de nombreux endroits, mais j'ai jamais vu aussi puissante que dans Mahomet, moi. Alors là, le niveau de puissance que je vois du Satan, je décèle le Satan quand je lis le nom de Mahomet, moi, Mahomet, pour moi, c'est comme si tu vois oh là là là. Mahomet, c'est comme de la synesthésie, tu vois. Les mecs, ils voient une couleur et ils voient un chiffre. Oh là, moi, je vois Mahomet, waouh, je vois Satan. Alors là, oh là là. Alors là, mais Mahomet, je veux dire, bon, on est tous. Et le déni, rappelez-vous du déni, le légendaire déni des musulmans à propos de la sexualité de Mahomet. Bon, on va pas plus longuement parler de ça parce que j'ai peur, moi, de maître jacoboviste. Voilà, j'ai peur de lui. Donc je peux pas expliquer que Mahomet affectionnait particulièrement de coucher avec des filles de 9 ans. Mais c'est le cas. Bon. Et d'ailleurs, et excusez-moi à tous les musulmans qui m'écoutent, ce n'est pas un tabou au Moyen-Orient, ce n'est pas un tabou au Moyen-Orient ni en Arabie, de dire que Mahomet se tapait des filles de 9 ans. Ce n'est pas un tabou, le mec voit pas trop de quoi tu parles d'ailleurs. Pour eux, c'est normal. Bon. Tout comme Marlène, hein, Marlène Schiappa, il va falloir que... Enfin, je condamne hein, la pédophilie de Mahomet, mais Marlène Schiappa, il va falloir qu'elle comprenne que... bibliquement, il y a plein de choses qu'elle raconte qui sont fausses, qui sont complètement une abjection de la nature, puis que voilà, que elle est là, elle est... Enfin, vous savez, les femmes ne supportent pas de vieillir. Elles supportent pas de vieillir, et donc là, elles ont trouvé le moyen de faire une pression démographique et de nous forcer à nous taper des vieilles. Et elles y arrivent. Et donc, pour ça que les vieilles, les vieilles, il y a que celles qui ne sont pas abordées dans la rue qui se plaignent, tu vois, les moches et les vieilles. C'est ça, c'est la tyrannie des moches et des vieilles. Celles qui sont jolies, qui sont abordées, qui peuvent vivre légèrement, sauf si elles ont un grain, bah elles ont pas le temps d'être comme ça, de péter les couilles, de devenir ministre, de faire tout ça. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Mais méfiez-vous des vieilles qui trouvent le moyen de nanana et tout. On va faire ouais, elles sont ridicules, ces vieilles, nanana, juste des vieilles de 50 ans. De toute façon, on n'a pas envie de les troncher, on s'en moque. Nanana. Méfiez-vous de ça, de ces remarques ridicules, un peu puériles, parce que vous imaginez pas, parce que tout le monde peut se cacher derrière un pseudo. Hein. Moi, je me cache pas derrière un pseudo. Tu vois ma gueule, tu vois ma voix, tu sais des trucs sur moi, je me cache pas. Mais tout le monde peut se cacher derrière une loi. Tout le monde peut se cacher derrière une loi. Et Marlène Schiappa, elle fait voter des lois. Et dans 50 ans, on saura pas qui c'est. Hein, on saura pas que tout le monde pensait que c'était
enfin bref, que personne, que tout le monde se moquait d'elle, que personne la considérait avec respect, qu'elle était pathétique, pitoyable, que c'était une vaste fumisterie et que c'était un écran de fumée le gouvernement et qu'il était constitué à 50% de femmes parce qu'Emmanuel Macron ne souhaitait pas se servir de son gouvernement, mais d'une cellule gouvernementale invisible, au moins à moitié invisible, au moins aux trois quarts, d'un ministre fantoche. Bon, voilà, ça les gens oublieront. Ça, je m'inquiète, hein. Moi je m'inquiète. Et je le dis aux gens, j'ai critiqué violemment François Hollande, j'ai critiqué violemment François Hollande, et j'en viens à regretter François Hollande. Je regrette cet homme faible et fragile. Je regrette cette France ridicule où tu voyais des énarques qui se prenaient des airs sérieux de défenseurs de droits de l'homme, de défenseurs de la Shoah ou je sais pas quoi, et qui citaient touche pas à mon pote en faisant semblant qui citaient touche pas à mon pote en disant dans la même phrase qu'ils étaient contre l'antisémitisme parce qu'ils étaient aussi pour touche pas à mon pote. Tu vois? La blague, tu vois, touche pas à mon pote. Bref, on sait tous que touche pas à mon pote, c'est une organisation islamique, prolongement des frères musulmans et de groupes paracommunistes et anarchistes et islamiques, antisionistes. Mais tu sais, comme lui, il sait pas, bon, et qui sait pas, et puis et ben que au final, voilà. Moi, je regrette cette époque parce qu'à cette époque-là, enfin, elle est finie, elle est finie. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe avec Emmanuel Macron? 50% de femmes à l'Élysée. Droit des homosexuels. Condamnation d'une personne jugée comme opposée aux valeurs de la République, tu vois. Une personne jugée comme opposée aux valeurs de la République. On va juger une personne opposée aux valeurs de la République. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Interdiction d'être élu. Parce que les valeurs de la République, maintenant, c'est quoi? C'est l'antiracisme. Qu'une personne est censée être raciste, elle est interdite d'être élue. C'est voté en 2018. Un journal fait des fake news contre le gouvernement, hop, il est interdit, il est viré. Puisque la République est devenue antiraciste et qu'elle existe plus que pour ça, quasiment. Hein, on voit plus que ça. On parle plus que de ça à la télé. C'est la seule chose qui compte. On n'entend plus que parler de ça. Partout. C'est écœurant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui terrorise? Pourquoi, si la société qui est majoritairement faite par des individus blancs comme moi, hétérosexuels, pourquoi on n'entend parler que de mecs bizarres, que de minorités, que d'homosexuels, que de trucs comme ça? Pourquoi on entend tout le temps parler? Parce qu'il y a quelques mecs bizarres qui contrôlent le game, quelques organisations bizarres qui ont pris le pouvoir et qui étaient incritiquables et qui pouvaient attaquer partout, quelques personnes, et avant on les critiquait mais on s'en foutait, et maintenant on peut plus les critiquer, donc on a une attaque, un moyen de nous cadenasser, et des gens qui peuvent plus parler, la peur qui circule, des gens qui en profitent pour parler, le système est saturé. Vous imaginez, ça a mis 20 ans. C'est François Mitterrand qui l'a fait, cette merde. Est-ce que c'est lui après? Est-ce que c'est lui? Combien c'est François Mitterrand? Combien est-ce que c'est François Mitterrand? Est-ce que il a fait ça pour parce que c'est partout en Europe ça que ça se passe. C'est partout en Europe que ça se passe. Tu comprends? Alors François Mitterrand, bon, je sais pas, mais c'est l'afflux migratoire. Et les gens parlent de migration comme si le problème, c'est que je crois que les gens, voilà, le problème, c'est que je crois que les gens, ils vivent pour le rap, tu vois. Et moi, j'écoute du rap, j'aime bien écouter le rap, j'écoute souvent du rap, je sors dans la rue, ça se trouve, j'écoute de la musique, plein de musique, mais j'ai envie de marcher vite, de pas m'ennuyer dans le métro, je vais en écouter, mais il y a un moment donné où je vais un peu me soucier quand même de la République, tu vois, où je suis élevé. De toute façon, je suis trop cultivé pour être stupide. Mais les gens, eux, ils existent pas pour ça, ils existent pour la prochaine soirée, puis ils sont pas suffisamment cultivés pour avoir été élevés un jour ou l'autre au-dessus de leurs conditions. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils se posent pas ce genre de questions. Donc ils parlent comme si l'argent il n'existait pas. Ils parlent comme si ah bah oui, je pense qu'il faudrait qu'on fasse des efforts, je pense qu'il faudrait que nanana, je pense que ça se fait pas, on fait pas assez de trucs, je pense que nanana, on devrait rendre un service nanana aux immigrés, on devrait s'occuper d'eux nanana. Mais ils parlent mais ils parlent comme si les immigrés ils venaient en nombre illimité, ils parlent comme si on s'était pas rendu compte de l'émergence du nombre d'immigrés, ils parlent comme s'ils voyaient pas qu'on peut pas les critiquer et qu'il y avait un problème, ils parlent comme si personne s'était rendu compte que y a de la racaille dans la rue et qu'il y a des raquettes et que ça vient toujours les mêmes, que c'est toujours les mêmes qui vendent des drogues. Ils parlent comme si l'argent il venait jamais du compte bancaire d'un milliardaire ou d'un riche qu'on a taxé, mais qu'il apparaissait du vide comme ça pour rien.
Et ils se comprennent pas, ces gens, ils se comprennent pas. Ils s'écoutent pas parler, ces gens. Ils s'entendent même pas une seule seconde en train de gerber ce qu'ils disent parce que ils sont comme des femmes. Un chef c'est fait pour chefer, voilà le problème. Hein. Emmanuel Macron il a décidé ça. Et moi j'espère sincèrement qu'Emmanuel Macron il est en train de faire une opération à cœur ouvert et qu'il croit. En tout cas il doit vraisemblablement croire ça. Hein. Il doit croire ça. Il doit croire ça. Il fait une opération à cœur ouvert dans la rue. D'accord. La France, elle est en coma et on est dans la rue. Et là, tu vois un mec, il est dans la rue, il est en train de complètement éclater. Là, on va devoir aussi lui le reboucher, et, le remettre un tout petit bout de cerveau. Mais apparemment, ça, bon, c'est un endroit qui est pas grave. Il va juste devoir réapprendre à lire. Mais c'est pas grave. Mais il a aussi un énorme bout de ferraille dans le cœur et on est une opération à cœur ouvert comme ça dans la rue. T'imagines, on va mettre un petit rideau dans la rue, on va privatiser toute la place d'Italie parce que si on bouge le mec il meurt, tu vois. T'imagines comment on a fait, genre c'est un truc rarissime et tout, c'est un truc de dingue. Il fait ça, il est en mode opération à cœur ouvert. Alors là, t'imagines même pas. On n'a pas le temps d'endormir le mec. On l'a pas endormi le mec. On l'a endormi parce qu'on l'a shooté. Il est là, il est kécho et tout. Il voit pas trop. Mais il est encore. Il voit un peu son champ de vision. On voit quelques trucs. C'est une opération à cœur ouvert en mode. Je vais vous faire souffrir. Je mets 50% de femmes. Je fais ceci. Je fais 10 000 horreurs. Mais derrière le rideau, vous vous rendez pas compte. Je suis vraiment en train de vous sauver la vie parce que de toute façon, il y a pas le choix. Je peux pas mettre le temps que il y a pas le choix. Et j'essaye de changer les institutions, changer les lois, changer le budget de la RATP, changer la loi travail, changer l'ISF, changer mettre des ordonnances, purger les partis socialistes, toutes ces choses, d'accord, c'est fantastique, c'est possible, moi j'y ai cru, d'accord, j'y ai cru, j'ai pas dit que je voulais pas voter pour Marine, j'aurais voté pour Marine quand même, mais j'y ai cru, j'étais au stade où je me disais, bon, j'aurais préféré Marine, évidemment, mais au moins, on n'a pas que de la merde. Peut-être. Parce que j'étais déjà horrifié quand j'ai vu Emmanuel Macron dans une salle de classe remplie d'enfants. J'aime pas les enfants personnellement. Ils me font des effets horribles. J'aime pas les enfants qui pleurent dans la rue, j'aime pas les enfants dans les poussettes, j'aime pas voir un président ou un politique dans une classe maternelle qui interroge des enfants. Voilà, et je sais que c'est de la manipulation de masse, et je sais que c'est important de le faire. Bon, mais, bref, et j'aime pas le voir comme ça me dégoûte. Mais, j'y ai cru. Et ces mesures, elles sont bien. Mais si c'est pour mettre 50% de femmes et que les prochains après mettent encore 50% de femmes, et si c'est pour mettre des lois féministes, des lois antiracistes, et au final changer absolument tout ce qui pose problème au niveau de l'argent en France, mais qu'on se fasse islamiser comme on se fait islamiser, mais qu'ils ne s'en rendent pas compte parce que lui vient de la bourgeoisie cannaise, du petit milieu cannais, qui, contrairement à ce qu'il s'imagine, est tout à fait comme les petits milieux parisiens. Puisque la classe journalistique, hein, le quotidien, tout ça, c'est pas le petit milieu parisien, c'est les putes parisiennes. C'est les putes situées à Paris. Hein. Yann Barthès est une pute du système, une tapin du système. Yann Barthès, une pute, Yann Barthès, criminel, racaille, très dangereux, qui est l'auteur de nombreux abus de faiblesse sur des individus dont il a modifié les images, dont il a gardé des images alors qu'il ne savait pas qu'ils étaient filmés, parce que c'est un travail de journaliste, hein. Ça je vais en faire une pour expliquer que les journalistes sont des mi-putes, mi-soumises, et que ils n'ont aucun honneur et qu'ils méritent l'enfer et qu'ils sont vraiment des sous-déchets, sous-individus pour lesquels j'ai aucun respect, et que j'invite tout le monde à humilier les journalistes, à ne manquer que constamment de respect vis-à-vis d'un journaliste, sauf de bien sûr Éric Zemmour, mais vous le savez. Et Yann Barthès en fait partie. Yann Barthès, finalement, qui est une pute. Emmanuel Macron, il comprend pas ça parce qu'il a toujours vécu dans un milieu blanc, entre blancs. Et en plus de ça, il était pas au pic migratoire. Et il était de la campagne. Et à la campagne, il n'y a pas beaucoup de blancs. Bah ouais. Et à Paris, il a peut-être vu le changement quand même. Quoique qu'il fréquente que les beaux quartiers. Mais il a peut-être vu le changement. Nous, on est né, moi je suis né dans le changement. J'ai vu que lui. D'accord? Parce que je suis de l'école primaire publique, moi. Ouais, je connais. Tu vois, le mec qui paye 4 euros par trimestre à la cantine, il paye 4 euros. T'imagines? Tu vois un type, son père, il a eu 21 sur 20 au bac. Tu vois? Son père, il est ingénieur, il a eu 21 sur bac. L'équivalent de Polytechnique, il a. Il est richissime.
richissime, il est là, j'avais 8 ans, hein, je sais pas ce qu'il faisait son père. Il est richissime, à peu près richissime, enfin très riche, c'est un riche, mec il paye, donc le mec il paye, il va pas tous les jours à la cantine, il va une fois de temps en temps à la cantine, il va un jour sur deux à la cantine, tu vois, et il paye 4400 euros, 4400 euros pour 2 mois de cantine. De la cantine de merde, hein, de l'école publique. Emmanuel Macron, je sais que tu sais pas ce que c'est que la cantine de merde de l'école publique, mais c'est un peu un vomi de boulettes marron, dégueulasse, tu vois. Personne les mange, les mecs, sauf les mecs qui mangent pas le week-end. On les, bref, tu l'as reconnu. Et c'est une cantine absolument abjecte et immangeable et de la pire qualité imaginable. Alors, c'est pas la cantine que t'avais toi, je suppose. C'est pas une cantine d'école privée. À l'école privée, il y a déjà une montée en gamme, largement. Ok, et le mec paye 4400 euros. Et tu vois le même mec dans la même classe, puisque c'était la même, qui paye 4 euros par semestre pour lui et toute sa famille. Pas 4 euros pour lui, hein, ou 4 euros et toute sa famille. C'est lui et toute sa famille. À mon époque, c'était ça. Lui et ses 12 frères et sœurs, donc il y en a à peu près 6 scolarisés dans l'école primaire où j'étais, il va payer 4 euros. Et c'est la feuille pour toute la famille. C'est la feuille pour toute la famille. C'est pas 4 euros les 6 enfants. Genre 4 euros, 4 euros pour intégralement, il y a une fois 4 euros seulement. Et le mec, il tient la feuille, et il est là, et c'est la maîtresse qui doit aller, parce que le type qui est premier de la classe, qui paye 3400 euros, 4400 euros, il est premier de la classe, il est bien, il est propre, et tout, il va bien donner son truc, c'est déjà préparé dans le carnet de correspondance avec le mot de la mère, et tout, le petit, qui paye 4 euros, le petit, un petit noir, hein, évidemment, vous vous doutez, bon, voilà, et lui, lui, il avait la feuille, c'était la professeure, c'était une noire elle aussi d'ailleurs, voilà, si vous voulez tout savoir, qui va chercher la feuille, qui doit aller trouver la feuille elle-même, tu vois, parce que elle doit lutter avec le petit pour trouver sa feuille, pour remplir la feuille, pour bien voir que le compte a été enregistré, et tout, parce que le petit qui paye 4 euros, en fait, il sait pas qu'il doit payer, il se rend pas compte, il croit que tout est gratuit, lui. Tu vois, et puis c'est gratuit, parce qu'en fait, c'est la prof qui aura des problèmes, et puis c'est tout, et c'est ça qu'il pense, il s'en fout. Il s'en fout, il sait pas ce que c'est, il sait même pas que la prof aura des problèmes, tu vois, parce que c'est le service public qui paye. Et voilà. Et on en était là à l'époque, et la feuille, il l'a laissé traîner par terre. La maîtresse, elle la retrouvait parfois. C'est ça l'assistanat en France. C'est ça. Et Emmanuel Macron, il connaît pas ça. Il en a rien à foutre de ça. Alors lui, il croit que ce qui compte, c'est l'ISF. Mais moi, je pense que l'ISF, c'était la seconde urgence à régler, c'était à régler en même temps que le reste. Hein? Parce que si tu règles les comptes bancaires, Emmanuel, les comptes bancaires, dans 80 ans, personne s'en souviendra. La réforme de la SSF, ça sert à quoi d'économiser 10 milliards d'euros par an si tu donnes 5 milliards d'euros par an à Rihanna? Vous croyez qu'un jour ou l'autre, on va vous taxer pour donner de l'argent en Afrique? On a déjà commencé 5 milliards d'euros. C'est 10 millions de SMIC, 5 milliards d'euros. Ouais, depuis longtemps. Ouais. Et le mec ne comprend pas parce qu'il a toujours vécu qu'entre blancs et que la France est une caste. C'est pas une caste toujours. D'accord? C'est pas que une caste, la France. Il y a toujours des mecs comme moi qui sont là pour pousser. Bon, si, c'est un peu une caste parce que moi je suis un élu. Mais, oui. Mais, dans le sens, si, ouais, moi c'est différent. Mais, je veux dire que t'as toujours quelques mecs avec du talent qui peuvent pousser. Mais c'est vrai que moi, dans un certain sens, je suis aussi, bon, je participe, on va dire, j'ai un peu, je suis venu éclabousser de lumière le game, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, un peu, je sais de toute façon que j'ai un certain sens de l'élection, et je sais que Dieu se mêle à mon destin. Je le sais. Je le sais parce que je le sais, parce que je l'ai vécu. Parce que, comme je le dis, je peux pas toujours en parler, je fixerai ce problème et cette absence de communication à ce sujet dans mon prochain livre. J'en parlerai. Dans mon deuxième ou troisième livre. J'en parlerai. Mais simplement, je peux pas en parler maintenant. Voilà, parce que en vidéo, ça semblerait surréaliste. Mais je le ferai, mais aujourd'hui, je me sens pas prêt, j'ai pas envie de le faire. Vous prenez le temps. Mais, que se passe-t-il? Vous voyez, que se passe-t-il? C'est une caste, parce que moi, finalement, j'ai la chance d'avoir Dieu qui se mêle à mon destin, donc je fais partie de la caste, je suis né dans la caste, au-dessus de la caste même, je suis au-dessus de la caste, enfin, je suis à 1 milliard de kilomètres de leur caste même. Mais, pour te dire, effectivement, lui, il est de cette caste-là, la caste des gens en France qui appartiennent à la bourgeoisie. Hein, à la bourgeoisie. Faut se rendre compte de ça. Il peut pas comprendre ça. Parce que pour lui, ce qui compte, c'est l'ISF. Quand tu vois des bourgeois, les bourgeois, ils croient que la France, elle leur appartient, que la France sera toujours blanche, qu'elle appartient toujours aux blancs, ou je sais pas quoi. Bah, c'est vrai. Quand t'as que des blancs à l'école.
Même si c'est une école à 5 000 € par mois. Bah ouais. Va dans une école à 5 000 € par an. Tu verras, tu commenceras à trouver des noirs. Va dans une école à 2 000 € par an, tu trouveras que des noirs et des arabes. Qui sont pas forcément des gens toujours ultra fréquentables. C'est pas des méga racailles, hein, on vire le pire. Hein. C'est des fausses racailles qui... Par exemple, moi j'étais au lycée Le Rebourg. Mes parents ils payaient 2 000 € par an. C'est un lycée de merde rempli de mecs qui sont en professionnel et en STMG avec une classe de ES, la mienne. C'était bon, tous des ratés, tous stupides, et ils mettaient tous des casquettes à la sortie de l'école. C'est pas moi hein, qui dis ça, c'est un rebeu que je connais, il vient d'une cité, il est pote qu'avec des noirs, pas d'arabes, que des noirs, tu vas sur ce Facebook, tu verras que des noirs sur sa photo, 30 noirs de cité, tu vois, c'est pas une merde le mec, il connaît un peu c'est un voyou, comme on dirait, pas vraiment, mais dans le sens, il est là, il travaille, il est sérieux, maintenant il fait s'en sortir, nanana et tout, mais il connaît, on va dire, des mecs de test, il en connaît plein et tout, nanana, il connaît, tu comprends ce que je veux dire, c'est dans le sens, il s'exprime mieux que moi, il était allé dans ce lycée 1 an, tu vois, un truc comme ça, et je l'avais croisé par hasard parce que lui, je le connaissais du collège, et il me fait, ah mais eux, c'est des bouffons, eux, c'est juste des gosses de riches qui mettent leur casquette à la sortie du lycée parce qu'ils ont peur de mettre leur casquette devant le CPE. Ouais, c'est ça. Et ben c'est ça le privé. Et c'était rempli de petits rebeux de la classe moyenne, tu vois, de la classe moyenne bourgeoise, qui venaient d'Ivry. Et papa et maman, ils vont se saigner aux 80 ou de la classe prolétaire. Papa et maman, ils vont pas trop d'ailleurs. Hein. Papa et maman, ils vont se saigner aux 80 pour payer un lycée merdique. On va pas appeler ça une boîte à diplôme parce que de toute façon le diplôme il est donné par tout le monde. Alors maintenant l'intérêt qu'il y a entre une boîte à diplôme et un bac normal, enfin un lycée normal, ils commencent à s'estomper et qui leur font rentrer dans ce lycée-là pour éviter les établissements publics de Ivry-sur-Seine. Tu comprends? Et ben ça c'est en train de pénétrer, de faire une OPA ça dans le privé. Le privé de bas étage, de bas de gamme. Alors quand j'étais en seconde à Louise de Marillac, ah bah là par contre j'ai senti le niveau là. À peu près, tu vois. T'as les lycées, Carnot, Henri IV, nanana, et au moment où j'étais à Louise de Marillac, c'était au moment, bah, ils ont des hauts, des bas, mais c'était à peu près en dessous du top. Tu vois, genre, t'as les lycées au top, quelques lycées au top, tu vois. Et eux, ils sont là, ils sont près du plafond, tu vois, ils grattent le plafond, tu vois. Ils sont là, c'est-à-dire que certains éléments de Louise de Marillac ont pas grand-chose à envier au reste, tu vois. Et tu retrouves leur nom perlé parfois. Bref, mais ils m'ont viré pour retard. Ils m'ont viré pour retard. Voilà. Bon. Puis d'ailleurs aujourd'hui ils vont voir ma gueule, ils vont regretter de m'avoir viré, je suis sûr. Mais c'est pas grave. Voilà. Et je dis le Rebourg, c'est l'un des établissements les plus médiocres qui existent. C'est vraiment un établissement de merde avec pas que des profs de merde, d'accord, des élèves de merde, notamment des élèves de merde, une directrice de merde, hein, avant et après. Qui a voulu me faire rentrer en STMG, cette conne. Après ma directrice, elle l'a appelé, elle lui a fait, non, écoute chérie, tu sais, t'as bien vu notre niveau, alors essaye pas de mettre un élève moyen chez nous parmi tes étrons et tes ratés pour pouvoir hausser le niveau. Parce que tu sais qu'il va quand même s'en sortir, parce que respecte un peu mon établissement et fais-le passer en veste tout de suite, même si t'as qu'une seule place, parce que même si t'as plus de place, parce que bon, tu sais très bien que moi, si je t'appelle, tu le prends tout de suite, hein. Voilà, elle lui a remis tu vois. Elle était sympa. La directrice, c'est pour ça que je passe le big up à la directrice de l'établissement Louise de Marillac. Elle me fait genre, j'étais venu, je fais bon, excusez-moi, j'ai déconné et tout, genre, je suis un peu fait fumer du shit tous les week-ends et tout, et j'ai pas réussi à trouver de lycée. J'ai vraiment eu la flemme d'envoyer mon truc et tout. Ça me faisait stresser, mais je pouvais pas envoyer de lettres à à un établissement privé pour trouver un lycée. Moi, je pouvais pas. Enfin. T'as vu, moi j'ai pas envie d'y aller, ça me déprime, moi je voulais juste fumer du bédo et tout, je vais pas parler shit, hein, je vais pas dire, mais je lui ai dit en gros, je suis une merde quoi, j'ai pas d'établissement, c'est déjà la fin de l'année et tout, je sais que je suis, là, je sais plus ce qu'elle a fait, je crois elle m'a regardé, enfin, c'est une dame qui est très prise, tu vois, c'est une dame qui est très prise, alors elle m'a regardé un instant, attends, la scène elle commence à être floue un peu dans ma tête, puis en gros elle m'a fait oui, bah appelle là-bas, oui. Enfin, elle m'a dit, t'as essayé quoi? Elle me dit, non, elle m'a pas dit appelle là-bas, elle m'a fait, t'as essayé quoi? Je fais, alors ça, et ça me fait, bon, tiens, ça, appelle. Elle m'a dit, genre, un petit truc, tu vois, appelle. Alors, comme ça, dans l'instant, en me faisant un clin d'œil, tu vois. Genre, tu vois, bon. Mais, non, mais c'est pour dire, hein, le système français manipule les proviseurs et crée des sous-castes, comme les STMG. Les STMG n'ont pas, les STMG, c'est une MST
du système général. Hein. Et bien sûr, moi et la classe générale, au final, elle baisse de niveau aussi, parce que la classe générale où j'étais, c'était un peu de la merde comme les STMG avec le recul. D'ailleurs, même sur le moment, mais avec le recul, c'était vraiment du sous-niveau. Des individus qui ne parlent pas français, des individus qui parlent un français approximatif parmi le français approximatif, des individus limités intellectuellement, bon, qui feront tous dans leur ensemble probablement une carrière de merde. Et c'est là que j'ai fini de comprendre que le Louise de Marillac qui était pas comme ça. Hein. C'est-à-dire Louise de Marillac, t'avais en début de nom, t'avais quelques noms de famille en début de nom, donc en A, B, voilà, peut-être en fin, en Z. Tu vois, t'avais quelques noms, Ben machin, L machin, nanana, voilà, machin, je sais pas quoi, mais en façon rebeu, tu vois, t'avais quelques noms qui tombaient forcément phonétiquement au niveau ce niveau-là de l'alphabet, mais bon, tu les verrais, voilà, c'était pas les mêmes, voilà. Mais dès que tu rentrais, mais dès que t'arrives dans le bas de gamme, quand j'ai quitté cet établissement, qui était un bon établissement, et forcément avec cet établissement, j'ai quand même été entraîné. Donc évidemment après, quand je suis arrivé chez ces étrons de Le Rebourg, j'ai tout niqué sans jamais travailler une seule fois de ma vie. Comme toutes les personnes qui venaient de cet établissement et qui sont allées chez eux. Bon, je dis pas que Le Rebourg est un mauvais établissement. Hein, simplement, le rebours, c'est là que tu comprends que c'est un autre milieu, tu vois. Parce que je suis resté à une période où j'étais pas encore sérieux. Si j'étais resté 3 ans, c'est là que j'aurais absorbé le truc. Puis en plus, les secondes, il y a moins d'enjeux. J'ai eu une professeure magnifique qui s'appelait Madame Chélus, qui passait 30 minutes chaque cours à engueuler ses élèves. Et qui nous disait qu'elle avait des élèves en une correction de DST, qu'elle avait des élèves des élèves de SECPA, à peine alphabétisés, qui savaient mieux lire un diagramme que nous, qui savaient mieux compter et écrire que nous. Voilà, et elle passait toujours 30 minutes à nous insulter. Il y avait quelqu'un à côté de moi qui mesurait avec sa montre. 30 minutes à nous insulter. Tous les cours. Et c'est elle qui avait les meilleurs résultats du bac, histoire de l'établissement. C'était un grand établissement. Et elle nous insultait toujours pendant 30 minutes. Toujours. Et et vraiment, tu vois, c'est ça, et c'est ce genre de prof qui te met au-dessus de toi, tu vois. Genre, t'étais là, et elle nous insultait et tout, et elle faisait peur à tout le monde. Et moi, elle me mettait toujours des bonnes notes. Et c'est pour cette raison que je passe le big up à Chélus. Parce que Chélus, tu vois, Chélus, c'est une femme forte. Et Chélus, je peux te dire, elle me mettait 15. Bon, une fois, elle m'a mis 15 au DST, plus 14, tu vois, parce qu'il y avait eu un DM, et j'avais très bien travaillé mon DM, parce que pour une fois, j'avais des putains de bonnes notes sans travailler, en écoutant en classe et en relisant. Non, d'ailleurs, je travaillais pas. Non, honnêtement, je travaillais pas. Mais, attends. Non, je travaillais pas, parce que, comme elle me mettait 15, souvent, mais pas toujours, je me disais, souvent, les premières fois, je suis resté qu'une année, je me suis dit que c'était de la chance, mais, voilà, mais j'écoutais assez court quand même. Bref, mais, comme c'était une professeure supérieurement intelligente, tu comprends, supérieurement douée, supérieurement intelligente, tu comprends, vraiment supérieure. Elle a forcément reconnu un individu supérieur comme moi, et donc forcément elle s'est mise à me noter sur 25. Bon, c'était pas parfait, c'était pas bon, effectivement, tu comprends, parce que en vérité j'aurais pas dû avoir 15. J'aurais pas dû avoir 15. C'est ce que j'avais eu, c'était du 10,5 en fait, puisque elle me notait sur 25. Mais elle ne savait pas qu'elle me notait sur 25, parce qu'elle savait que moi le Saint-Esprit m'enseignait des choses. Elle le sentait, elle le savait, parce que en tant que personne supérieure, elle pouvait que remarquer ma supériorité. Et d'ailleurs tous les élèves étaient effrayés par elle, et moi parfois tout le monde était effrayé par elle. Mais moi, quand je levais la main et, et que je participais, elle se mettait à m'insulter, à m'engueuler comme tout le monde, parce qu'elle insultait tout le monde. Et là, et moi, à chaque fois, je la regardais et j'explosais de rire. Bon, contrairement à cette pute que j'ai eue en terminale, hein, et qui me mettait des 15, mais sur 40, hein, en économie. Coefficient 7.